Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Prestation de serment hier vendredi à Brazzaville. Denis Sassou Nguesso devant le peuple congolais en présence de ses homologues présidents, au nombre desquels le président de la République Alassane Ouattara. Denis Sassou Nguesso promet mener une lutte sans merci contre la corruption et une révolution agricole pour sortir son pays de la dépendance au pétrole et aux importations. Nous sommes le 17 avril, journée mondiale de l'hémophilie. Plus de 2500 malades recensés en Côte d'Ivoire. Une célébration qui permet de sensibiliser le grand public aux réalités d'une maladie peu connue qui est l'hémophilie. La célébration observée en Côte d'Ivoire, on en saura plus dans un instant avec notre reporter Patricia Omouetia. Quand la Covid-19 devient un frein à la tenue des festivals et autres activités culturelles, comment rebondir pour les promoteurs de spectacles? Quelle stratégie adopter pour se réinventer face à la menace que représente la pandémie au risque de disparaître? Autant de questions qui ont intéressé notre reporter Franck Coadieu du service Société de la rédaction de RTI 1. Un sujet à voir dans le cadre du dossier Vidici proposé dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Denis Sassou Nguesso, président réélu du Congo, a prêté serment hier vendredi devant le peuple congolais et ses homologues présidents de la République. À présent à Brazzaville, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a pris part à cette cérémonie d'investiture du président du Congo réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de son pays. 19 chefs d'État au total ont fait le déplacement de Brazzaville. Denis Sassou Nguesso promet mener une lutte sans merci contre la corruption et une révolution agricole pour sortir son pays, le Congo, de la dépendance au pétrole et aux importations. Viviane Haïma. Arrivé la veille à Brazzaville en provenance de la France, où il effectue un séjour depuis le 9 avril, le président de la République Alassane Ouattara a pris part ce vendredi 16 avril à la cérémonie d'investiture de son homologue et ami, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, réélu pour un nouveau mandat à la tête de son pays. Au terme du scrutin présidentiel qui s'est déroulé le 21 mars dernier, le peuple congolais lui a réitéré sa confiance en lui donnant la victoire au premier tour avec 88,40% des voix pour un taux de participation de 67,55% des votants. À l'aube de son 4e mandat à la tête de son pays, le président Sassou Nguesso, qui comptabilise 36 ans de pouvoir séparés par une alternance de 5 ans, est considéré désormais comme le plus ancien des chefs d'État africains. Son investiture ce vendredi 16 avril 2021 pour un nouveau mandat de 5 ans a vu la présence à Brazzaville d'une vingtaine de chefs d'État du continent, au nombre desquels le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. La cérémonie d'investiture a été marquée par la prestation de serment du président nouvellement élu devant le Conseil constitutionnel et sa première allocution au cours de son nouveau quinquennat. La cérémonie a pris fin par une parade militaire ponctuée par le tir de 21 coups de canon. Des chefs d'État venus nombreux soutenir le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, au cours de sa prestation de serment. Ici, en Côte d'Ivoire, du côté de la primature, les ambassadeurs des États-Unis et de l'Inde dans le pays ont été reçus en audience par le chef du gouvernement, Patrick Hachi. Les ambassadeurs venus réaffirmer le soutien de leur pays au développement de la Côte d'Ivoire. Le point de ces audiences avec Alexis Ouedraogo. En fin de journée ce vendredi, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, reçoit l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Richard Bell est venu dire toute sa conviction quant à la dynamique nouvelle de développement impulsée dans le pays. Monsieur le Premier ministre m'a fait l'honneur de me recevoir et je l'ai félicité pour sa nomination à la tête du gouvernement. Nous nous connaissons bien parce que dans son rôle précédent en tant que ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, il était très impliqué dans le domaine de la coopération bilatérale et je lui ai réaffirmé le respect et la confiance du gouvernement américain. Vraiment, nous sommes convaincus que la Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup de potentiel et nous sommes très optimistes et c'est bien pour cela que nous sommes heureux d'investir dans l'avenir de ce pays. Jeudi, en fin de journée, c'est l'Inde qui, par la voix de son ambassadeur, réaffirmait sa volonté de renforcer sa coopération économique avec la Côte d'Ivoire. L'Inde va renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans un partenariat gagnant-gagnant.
dans les domaines de la santé, de l'industrie pharmaceutique, pour s'étendre à la lutte contre la maladie à coronavirus qui sévit en ce moment dans le monde. En outre, nous pourrons explorer les domaines tels que l'agriculture, l'industrialisation et le renforcement des relations de fraternité et d'amitié entre nos deux peuples. L'Inde se positionne comme le 8e client et 4e fournisseur de la Côte d'Ivoire. Le pays reste à ce jour une porte d'entrée importante sur le marché de la CEDEAO, une communauté dotée d'un marché de plus de 350 millions de consommateurs. Quittons les parvis de la primature et prenons ensemble la direction de l'école de police d'Abidjan. Ils sont 133 nouveaux commissaires qui viennent renforcer les rangs de la police nationale. Jugés aptes par leurs formateurs, ils ont reçu leurs épaulettes, couronnement de 2 années de formation des mains du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, du président de la commission électorale indépendante, parrain de cette cérémonie. Ces nouveaux commissaires ont été invités à servir la nation avec courage, probité et abnégation. Ils ont été également invités à pratiquer les vertus de loyauté. Abou Sanogo. Ils ont été déclarés aptes à exercer la fonction de commissaire de police. Ils sont 133 élèves, issus de la 43e promotion 2019-2021. Et ils ont tous achevé leur formation académique jalonnée par l'enseignement de 27 disciplines, assortie de contrôle continu des connaissances et de 2 évaluations partielles, d'un stage pratique dans les services de la police nationale et de la soutenance d'un mémoire de fin de formation. Ils viennent grossir les rangs de la police nationale pour le service des populations et de la République, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, et du président de la commission électorale indépendante, Coulibaly Ibrahim Kubier. Ils vont solliciter le parrainage de leur promotion. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme parrain Monsieur Coulibaly Ibrahim, président de la commission électorale indépendante. Parrainage accordé, ces nouveaux commissaires vont recevoir leurs épaulettes couronnement de 2 années de formation des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, et du président de la commission électorale indépendante, Coulibaly Ibrahim Kubier. Une remise de grade qui consacre leur intégration définitive dans la grande famille de commissaires de police. Ils seront à cet effet exhortés à la loyauté, à la probité et à la rigueur. Je suis très heureux de vous compter désormais parmi mes collaborateurs. Et j'ai bon espoir que nous réussirons ensemble à relever tous les défis sécuritaires du moment. À ceux parmi vous qui tenteront de suivre les traces des rares brebis galeuses, celles qui jettent le discrédit sur la noble corporation de la police nationale, je promets, comme le demande votre devise, toute la rigueur des règlements et de la loi. Coulibaly Ibrahim Kubier a invité ses filleuls à être des modèles de loyauté. Chers filleuls, sachez que j'attends le meilleur de vous. Pour cela, vous devrez vous rappeler tous les jours votre devise et tourner le dos à toutes les pratiques décriées au quotidien, à bon ou mauvais droit, par la population ivoirienne. Je vais vous dire, si vous venez à la police pour vous enrichir, vous en sortirez pauvre. A contrario, si vous venez à la police pour servir la nation avec abnégation, je puis vous assurer, chers filleuls, que vous en sortirez riches. Oui, riches de beaucoup de choses, riches du respect de vos concitoyens, riches de la fierté de vos amis et de vos parents, et solde de tout compte avec la République qui vous sera à jamais reconnaissante. 61 sont issus du concours direct, 68 du concours professionnel, auxquels s'ajoutent 4 recalés de la promotion 2018-2020. Un défilé de troupes à pied a meublé cette cérémonie. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril et chaque année à cette date est célébrée la journée mondiale de l'hémophilie, une célébration qui permet de sensibiliser le grand public aux réalités d'une maladie
peu connu qui est l'hémophilie. Et dans notre pays, l'ONG internationale et autres maladies du sang, en partenariat avec le ministère de la Santé, ont célébré cette journée au plateau en présence des parents de malades de l'hémophilie. Patricia Omoetia. Maladie héréditaire du sang, l'hémophilie est due à la diminution ou à l'absence dans le sang d'un facteur de la coagulation, ce qui provoque de fréquentes hémorragies principalement localisées dans les articulations et les muscles. Pour les arrêter, voire prévenir ces saignements, les traitements actuels administrés directement par voie intraveineuse apportent le facteur de la coagulation qui fait défaut. La Fédération mondiale continue de nous envoyer gratuitement les produits nécessaires à la prise en charge. Récemment, l'État de Côte d'Ivoire a signé un accord avec un laboratoire pour mettre à notre disposition le dernier médicament que la science vient de découvrir pour prendre en charge les malades. Selon l'ONG internationale Hémophilie et autres maladies du sang, on estime en Côte d'Ivoire à plus de 2500 le nombre de personnes affectées par la maladie. Cette relative rareté fait de l'hémophilie une maladie peu connue du grand public et contribue à isoler davantage les patients qui en souffrent. Ça part de 4 ans, on a vu que le premier était hémophile. Le saignement, ça peut être sous la peau. Il y a des saignements qui sortent et ça coule seulement. Ça ne s'arrête pas. Chaque semaine, tout enfant bénéficie d'une injection de facteurs. Cette année, l'accent est mis sur le thème « S'adapter au changement, perdurer la prise en charge dans un nouveau monde ». La prévalence nous fait savoir que sur une population de 10 000 habitants, il y a au moins une personne qui est malade de l'hémophilie. Et vous voyez la population ivoirienne qui fait plus de 25 millions d'habitants, alors on devrait se retrouver avec plus de 2500 patients hémophiles. Malheureusement, nous n'avons dans nos registres qu'environ 120 personnes que nous reconnaissons et que nous prenons en charge. Depuis 1989, la Journée mondiale de l'hémophilie est le jour où l'ensemble de la communauté concernée par les troubles de la coagulation se réunit pour célébrer les progrès constants dans les traitements, tout en sensibilisant le grand public et en attirant son attention sur les questions liées à l'offre de soins. Et à côté de toutes ces maladies, il y a malheureusement la Covid-19 qui cristallise malheureusement l'attention du monde entier depuis 1 an. Il faut continuer d'observer les mesures barrières. La maladie est toujours présente dans notre pays. Et justement, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 16 avril 2021 30 nouveaux cas de Covid-19 sur 2497 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 68 guéris et 1 décès. À la date du 16 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 45 474 cas confirmés, dont 44 993 personnes guéries, 274 décès et 207 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 567 714. Le 15 avril, 4 634 personnes ont été vaccinées, soit un total de 91 901 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination, rappelons-le, contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. La Covid-19 qui, depuis 2019, ébranle le secteur culturel qui connaît en ce moment une situation d'agonie. Des mots qui reflètent bien cette réalité, car plusieurs festivals ont malheureusement tiré leur révérence du fait de cette pandémie, même si quelques-uns existent et essaient comme ils peuvent de résister à la charge. Pour de nombreux projets engagés, il a fallu s'arrêter ou se réadapter. Comment le coronavirus a impacté l'organisation de ces festivals et activités culturelles fortes de plusieurs régions de Côte d'Ivoire? À quelle formule ont eu recours les initiateurs de ces festivals pour trouver le bon pied sur lequel danser afin d'éviter de tomber à la renverse? Comment se sont-ils appropriés les nouvelles réalités telles les mesures barrières pour donner quelques chances de survie à leur festival? Réponse dans ce dossier de Franck Quadio. Une journée de travail ordinaire pour ce jeune manager d'entreprise à Katano et dans l'événementiel. Bonjour. Bonjour, comment ça va? D'accord. Le projet de Boaké. Réunion, débriefing et télétravail. La pandémie à coronavirus a réduit la palette d'activités. Depuis l'annonce des mesures restrictives, notre activité a pris un gros coup. On a vu des projets d'abord se faire reporter.
Et au fur et à mesure qu'on avançait, ces projets justement ont fini par s'annuler parce que justement, je vous donne un exemple, pour un festival par exemple sur lequel on travaille, une fois que c'est reporté, il faut pouvoir prendre des dispositions pour pouvoir la réorganiser. Et bon, voilà, ça finit par s'annuler. Nous étions en train de travailler sur 3 grands projets de mariage qui tournaient autour de 30 millions de chiffre d'affaires. Ces projets se sont vus reportés pour 6 mois après. Donc... Attendre et espérer. L'alternative pour plusieurs structures de ce type, qui à 60 et 70% travaillent avec des promoteurs événementiels, le marché est réduit. Quelques concerts et peu, voire très peu de festivals, par exemple. Nous sommes prestataires pour les festivals. Nous faisons l'accompagnement, le déploiement logistique pour les festivals. Et donc, depuis l'annonce des mesures restrictives, il faut reconnaître que les projets de festivals sont vraiment en berne. Les festivals, justement, parlons-en. L'activité en recrudescence avant la pandémie a pris aujourd'hui du plomb dans l'aile. Rendons-nous à Divo. Nous sommes dans le centre-ouest du pays. 11 décembre 2020. C'est la réunion bilan de la 10e édition du Diaka Festival. L'activité a pu se tenir de justesse. Le coronavirus est passé par là. Nous avons perdu beaucoup de partenaires, mais pour nous, c'était une édition de défi, à savoir mettre les parents, mettre les populations dans un contexte difficile, ensemble, pour parler de la paix. Mais il a fallu, selon le promoteur, ajuster les prétentions. Le budget prévisionnel d'août 2000, qui devait permettre d'organiser Diaka Festival en août, était de 58 millions. Nous revenons à 22 millions. Et c'est plus de 50% que nous perdons. Les mêmes contraintes rencontrées ailleurs. À Bouna, nord-est du pays, le festival du Bunkani, soutenu par le conseil régional, comme l'explique son président, a aussi connu un réaménagement conjoncturel. Nous avions en général au niveau du conseil régional un soutien de 60 millions que nous apportons pour la réalisation du festival. Cette année, nous sommes tombés à 50%, donc à 30 millions que le conseil a pu payer parce que toutes les collectivités ont dû être frappées par une restriction budgétaire due aux recettes étatiques même qui ont dû être impactées. Le défi du maintien des activités en dépit de la pandémie, la solution a été l'adaptation aux règles sanitaires. Les populations à l'intérieur n'ont pas toujours accès à la bonne information. Il nous faut, nous, en tant qu'élus locaux, en tant que représentants de ces populations, revenir vers elles et leur donner la bonne information. Donc, nous avons dû faire de nombreuses tournées. Nous avons mis à disposition de ces populations-là les kits sanitaires pour leur permettre le lavage des mains, pour le port du masque et les exhorter à s'y habituer. Il a fallu faire d'autres campagnes de sensibilisation pour amener les gens à comprendre que le festival allait se tenir, mais pas comme les autres années. Et qu'il faille respecter donc certaines dispositions pour permettre que les vies ne soient pas mises en danger. Et ça, les populations l'ont bien compris et elles nous ont suivis dans ce sens-là. Promoteurs privés ou soutien aux collectivités, la constante est pour tous le coronavirus qui aura impacté l'organisation des activités. D'une année à l'autre, la pandémie est restée tout aussi présente. Région des Lacs, centre de la Côte d'Ivoire, nous sommes au début de la période pascale. Le village d'Akbesekro se prépare à fêter Pakinou. Les festivaliers viendront pour la plupart des grandes villes, notamment de la capitale économique, Abidjan. Réunion de crise chez le chef du village. Pas trop peur de nos parents qui vont venir de Basse-Côte, ils vont venir de Soubré, Bio, dans la zone forestière. On n'a pas trop peur. On a plus peur de nos enfants qui vont venir d'Abidjan. Parce que quand on fait les statistiques en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan qui nous inquiète. Donc nous allons faire ce qui est à la limite de nos possibilités. Paris, le village de point de lavage de mains, de distribution du cache-nez, nous n'aurons pas l'occasion de vérifier la pratique, mais un constat, les mesures barrières sont au centre des pratiques culturelles, désormais. On vient de finir la réunion. L'année passée, on n'a pas pu fêter à cause de cette maladie. Mais cette fois-ci, si on suit les mesures, l'année qui arrive, 2022, ça sera bien fort que ça et ça sera bien organisé. Manifestation publique avec les moyens du bord. La tutelle, cependant, garde son droit de regard, direction de la promotion des arts et de la culture. Et si la question du suivi des activités culturelles est une préoccupation, un plan de soutien à la création artistique
mais aussi à ses acteurs, a été élaboré. Il y a eu plusieurs mesures d'accompagnement. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel était doté d'un budget de 150 milliards. Et ce n'est pas seulement pour les acteurs culturels, mais tout ce qui est secteur informel. Il y a eu 1740 acteurs qui ont bénéficié à ce jour de ces fonds. Et ces informations sont consultables sur le site du ministère de la Culture et de la Francophonie. La pandémie, installée comme réalité sociale et culturelle, effet induit un nouveau mode de collaboration dans le domaine des arts et du spectacle. Nous sommes en train de travailler, encore échanger avec les opérateurs culturels pour éviter de blâmer les uns et les autres, pour voir comment est-ce qu'ensemble, chacun, c'est-à-dire eux et nous, on puisse s'entendre sur le contenu de ce qu'il faut pour pouvoir organiser votre événement en respectant les mesures, les gestes barrières qui ont été édictés par le gouvernement. Respect des mesures barrières comme unique alternative à l'embellie du secteur, les manifestations culturelles et patrimoniales plus que jamais mises à l'épreuve. Face à la réalité du coronavirus, l'espoir du lendemain meilleur reste de mise. Les manifestations culturelles à l'épreuve des mesures barrières, un dossier signé Franck Quadio du service société de la rédaction de RTI 1. Après avoir fait le triste constat de l'impact de la Covid-19 sur l'organisation des festivals et autres activités culturelles, regardons ensemble à la 5e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, qui a eu pour thème sources et ressources. C'était une occasion pour les amoureux de l'art d'échanger sur le numérique, mais aussi de présenter leurs œuvres artistiques. Abou Sanogo. Exposition, vernissage, ateliers et conférences ont meublé la 5e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan. Une trentaine d'experts, peintres, sculpteurs, performeurs, designers, multimédia et photographes issus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, d'Israël, de Belgique et d'Australie ont pris part à ce rendez-vous qui avait pour objectif de contribuer au développement des nouvelles technologies liées au digital et aux arts, avec pour mission d'ouvrir des opportunités sur les formes innovantes d'expression artistique ainsi que la promotion des jeunes talents. Après 3 éditions, je me suis rendu compte que c'était assez hermétique pour beaucoup. Donc il fallait ouvrir aux arts visuels. Donc la peinture, la photographie d'art, la gravure, ainsi de suite, qui sont déjà pratiqués chez nous et que les gens maîtrisent mieux. Donc c'est devenu Rencontre internationale des arts numériques et visuels. Et à cette édition, ce qui est aussi intéressant, c'est que nous avons pu ajouter le design qui n'existait pas initialement dans le festival et aussi la sculpture que nous n'avions pas dans le festival. Les différents participants se félicitaient de la tenue de cette édition à Abidjan. Au cours des conférences et panels, les échanges ont mis en lumière la nécessité d'une meilleure valorisation des artistes et la professionnalisation de l'environnement de l'art africain dans sa globalité. Il a été pendant 4 jours mentionné l'importance de la création d'un marché de l'art africain, ainsi qu'une plus grande implication des mécènes locaux pour soutenir l'art sur le continent. L'actualité, c'est aussi cette action de solidarité du mouvement LRD Nouvelle Énergie. Entendez les libéraux pour la renaissance et le développement manifesté à l'égard des fidèles musulmans de la mosquée du quartier Andokwa 15 Cocotiers située dans la commune de Yopougon. Ce mouvement a lancé l'opération dénommée Sounakari du souvenir avec AGC, une opération qui a pour but de soutenir les populations défavorisées en ce mois de partage et de solidarité pour la communauté musulmane. Abou Sanogo. Pour la phase pilote de l'opération Sounakari du souvenir avec AGC, le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement, LRD Nouvelle Énergie, a choisi la mosquée du quartier Andokwa 15 Cocotiers dans la commune de Yopougon. Des kits alimentaires composés d'huile, de sucre, de lait, de riz et bien d'autres offerts aux populations afin de leur permettre de passer un bon mois de jeûne du Ramadan. Valeur du don estimée à plus de 2 millions de francs CFA. L'objectif est de soulager la population vulnérable de la commune de Yopougon. Cette année, notre mentor n'est pas là avec nous, mais nous continuons l'activité de partage, de solidarité avec les populations vulnérables. Donc nous sommes à Andokwa et 15 Cocotiers pour soulager un temps soit peu nos parents qui sont là au nom du président de la République et de son illustre fils Amadou Gon Coulibaly.
et nous allons toucher au moins 5000 familles dans le cadre de cette opération. Les bénéficiaires ont salué le geste du mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement. Nouvelle énergie. La caravane de l'opération Sunakari du souvenir avec AGC, conduite par Ali Badara Konaté, président des libéraux pour la renaissance et le développement, visitera plusieurs familles sur l'ensemble du territoire national. Voilà, sortons des chemins de la solidarité pour parler d'industrialisation, la capacité de transformation des fruits, notamment la mangue, l'ananas et la noix de coco en Côte d'Ivoire augmentera d'environ 8000 tonnes par an, selon des statistiques avec la mise en service de l'usine HPW Fresh and Dry Côte d'Ivoire en juin 2020. Cette usine suisse est spécialisée dans le séchage de fruits tropicaux. Au cours de sa construction, plus de 3,2 milliards de nos francs. L'usine a été inaugurée à Assé, village situé dans la sous-préfecture de Beaunois. En plus d'ouvrir des opportunités aux producteurs d'ananas et de coco de la localité, l'usine HPW Fresh and Dry Côte d'Ivoire a créé plus de 450 emplois directs selon la responsable de l'usine. Le reportage de Dangui Dangui. Ginette est entrée dans cette usine de transformation de fruits juste après l'obtention de son brevet de technicien supérieur. Un premier emploi qu'elle apprécie à sa juste valeur. Au départ, c'était difficile, comme tout début, mais qu'avec le temps, j'ai fini par m'adapter. Comme Ginette, plus de 400 jeunes travaillent à l'usine HPW Fresh and Dry Côte d'Ivoire, une usine de séchage de fruits tropicales. Le Sud nous propose une sélection des fruits autre que de la mangue, parce que nous, on veut vraiment travailler toute l'année sur 65 jours. Et donc là, on a également les bananes, les noix de coco et les ananas. Donc ça, c'était le choix pour venir au sud de Côte d'Ivoire. L'administration n'a jamais le rythme du secteur privé. Donc on doit faire coïncider ces deux rythmes. Et parfois, il faut donner des coups d'accélérateur, il faut faire des coups de téléphone, etc. Mais globalement, on a une très bonne réponse et on essaye de s'accorder entre tous. On doit parfois aussi se mettre ensemble autour d'une table. Mais en général, ça fonctionne très bien et les conditions cadres ici sont bonnes. Donc les investisseurs suisses l'ont bien compris. Mise en service depuis juin 2020, l'inauguration officielle de cette usine a eu lieu ce jeudi et a mobilisé opérateurs économiques, chefs coutumiers et autorités. Face aux investisseurs, le ministre de la Promotion des investissements privés a souligné l'engagement du gouvernement à changer d'approche dans ses rapports avec les acteurs du secteur privé. Le paradigme change aujourd'hui. Le Premier ministre dit aujourd'hui l'administration est au service du secteur privé. Donc c'est le secteur privé qui doit être mis en avant, c'est le secteur privé qui doit être favorisé, qui doit être développé pour que l'administration justement puisse avoir les moyens de faire les développements des services publics dont elle a la charge. Située à la périphérie du village de Assé, dans la sous-préfecture de Beaunois, cette usine de séchage de fruits a une capacité de transformation d'environ 8000 tonnes de mangue, d'ananas, de noix de coco et de bananes par an. La Jeune Chambre internationale Abidjan Élite est une sous-section de la Jeune Chambre internationale. Créée le 13 février 2011, cette organisation a œuvré pendant une dizaine d'années à la formation des jeunes, aux actions de développement, à la paix et à la cohésion. La célébration des 10 ans d'existence au service social a été marquée par plusieurs actions. C'est ce que nous dit Astou Touré. 10 années au service du développement à travers l'éducation, la formation des jeunes en vue d'opérer des changements positifs. 10 années d'action sociale célébrées par la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite. Occasion pour Bertrand Dogwa Niava, président du mandat 2020-2021 de la JCI Abidjan Élite, de dresser un bilan à mi-parcours de son mandat. Pour les 10 ans, nous avons fait plus de 800 km pour aller dans le village de Poniakele, dans le département de Gbon, pour une campagne de dépistage du diabète et de déparasitage des enfants. Nous avons dépisté 235 sujets adultes et nous avons déparasité plus de 150 enfants. Au-delà de cela, nous avons, pas plus tard que le vendredi 26 mars, offert une école flambant neuve, réhabilitée, totalement équipée, à l'école l'inspection primaire à Djamé. Nous avons également effectué un voyage dans la ville de Boundiali pour sensibiliser également sur le phénomène des enfants talibés, les enfants bouviers et tous ces enfants-là qui sont privés, n'est-ce pas, d'école. La JCI Abidjan Élite a été créée le 12 février 2011 et à ce jour, elle a formé plus de 300 jeunes.
Dans l'actualité internationale, dans le domaine de la recherche scientifique, la NASA a choisi SpaceX pour envoyer les prochains astronautes américains sur la Lune, une première depuis 1972. C'était hier vendredi en accordant une victoire majeure à l'entreprise d'Elon Musk. L'année dernière, SpaceX est devenue la première entreprise privée à envoyer avec succès une équipe à bord de la Station spatiale internationale, redonnant aux Américains la capacité d'accomplir cet exploit pour la première fois depuis la fin du programme de navette spatiale Shuttle. Et c'est sur cette bonne nouvelle que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.